Bonjour à tous. Alors, je crois que c'était fin d'un monde, hein, et pas fin du monde. J'avais bien noté ça. Donc, effectivement, alors on ne dit pas que c'est la fin d'un monde, mais on propose des choses nouvelles, un peu en rupture. Donc, on va commencer par une petite vidéo, bon, qu'on a un peu déflorée, mais voilà, on regarde. Produire de l'énergie autrement, c'est justement le pari relevé par une start-up de Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Elle a mis au point un système novateur de chauffage plus écologique, un ordinateur qui sert aussi de radiateur. Dit comme cela, ça paraît bizarre, et pourtant c'est très sérieux. Voilà, alors c'est un petit film d'introduction, ça permet un peu d'expliquer le contexte, ce qu'on fait. Donc Carnot Computing, c'est une société qui a été créée en 2010, dont la vocation est de démocratiser la puissance de calcul à travers une plateforme totalement innovante et en rupture, un radiateur électrique. Donc tout ce qu'on fait, pour un informaticien, un radiateur électrique, c'est pas très intelligent, mais justement l'idée c'est de mettre beaucoup d'intelligence dedans. Donc peut-être pour commencer, qu'est-ce que le calcul intensif ? Beaucoup de gens ont un contact plus ou moins direct avec le calcul intensif. L'idée, c'est de faire un peu la connexion entre tous les domaines qui utilisent cette puissance de calcul de manière différente. Le point commun, en général, c'est que le calcul intensif, c'est l'utilisation massive de serveurs de calcul puissants et en grand nombre. Donc ça peut être 10, 100, 1000, voire beaucoup plus. Ces serveurs produisent beaucoup de chaleur, c'est assez compliqué à gérer, et donc on va expliquer un peu tout ça. À quoi ça sert ? On a essayé de trouver un point commun entre les différents utilisateurs du calcul intensif. Ce qu'on a trouvé, c'est la réalisation virtuelle d'expériences. Dans pas mal de domaines, en fait, ça se ramène toujours un petit peu à ça. Par exemple, dans le cas des simulations d'accidents, on préfère le simuler parce que c'est dangereux. Quand c'est très long, comme la climatologie, c'est plus facile de simuler que d'attendre des années pour voir comment les choses évoluent. Quand les choses sont inaccessibles, comme en astrophysique, quand elles sont interdites, comme les essais nucléaires désormais. Dans le cadre de la finance, c'est quand on veut faire des simulations variées, c'est-à-dire faire des variations sur tous les possibles.
Et puis dans le cas un peu plus extrême, c'est celui des assurances, qui s'occupe plutôt des cas extrêmes, contrairement à la finance. Quand c'est coûteux, c'est-à-dire faire des prototypes, nous typiquement dans le cadre pour une PME, faire un prototype par exemple du radiateur qu'on va vous présenter, c'est toujours bien de pouvoir le faire de manière numérique avant de le faire en vrai, parce que ça coûte de l'argent. Et il y a aussi tout ce qui est imaginaire, qui aujourd'hui est non négligeable, voire très important. C'est tout ce qui est synthèse d'images d'animation. Aujourd'hui, on vit dans un monde où beaucoup de choses sont générées. Donc, quelque part, on expérimente virtuellement quelque chose qu'on a modélisé. Alors, qui s'en sert? Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Il y a juste un aspect historique. Comme d'habitude, sur ces technologies de pointe, c'est les militaires en premier. Ensuite, il y a eu l'énergie, le climat. Aujourd'hui, c'est à peu près tous les secteurs de l'économie. C'est vrai que les banques et l'aéronautique ont été pionniers, mais aujourd'hui, ça touche beaucoup de secteurs. Il y a quelques exemples. Un peu parlant, il y a la simulation. Alors donc, ça, c'est des témoignages. Donc, le Boeing 787, alors ils ont fait des simulations sur les ailes, pas sur les batteries apparemment, mais sur les ailes, ils ont fait des simulations, ce qui leur a permis de diviser par 7 le nombre de prototypes physiques qu'ils ont réalisés. Les pneus, l'électroménager. Alors il y a des exemples un peu rigolos comme Speedo. Ils ont fait la combinaison de Michael Phelps, a été étudiée par simulation. Elle était tellement performante que du coup ça a été interdit le coup d'après. DreamWorks, qui utilise l'équivalent du CEA américain, donc le département à l'énergie, qui utilise le data center du département à l'énergie pour faire ses rendus. C'est un accord entre DreamWorks et le département à l'énergie. Bon, après les clubs de golf et la météo. Après, il y a un aspect intéressant, c'est de voir ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, il y a le big data. Stocker, ça, dans l'absolu, ça sert à rien. Après, il va falloir traiter tout ça. Tout ce qui est réalité augmentée, jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, ça existe déjà, mais ça devient de plus en plus gourmand en puissance de calcul. La domotique, la voiture intelligente, les imprimantes 3D, etc. Tout ça fait que de plus en plus de gens vont utiliser de la puissance de calcul. Alors, quelle est l'évolution de la puissance de calcul et quel est l'avenir de la puissance de calcul? Alors pour ça, on a tendance chez Carnot, ce qui a généré la naissance de Carnot, c'est un petit peu ces tendances-là, qui sont des tendances très lourdes. Tout le monde a entendu parler de la loi de Moore. Alors il y a la fausse loi de Moore qui dit que tous les 18 mois, les ordinateurs sont 2 fois plus puissants. Je pense que tout le monde a constaté que tous les 2 ans, leur ordinateur allait 2 fois moins vite. Parce que il y a la loi sur les softwares qui sont de plus en plus gourmands. Mais bon, la véritable loi de Moore, c'est sur la densité. La loi de Moore, c'est tous les 1,96 ans. Alors monsieur Moore avait dit tous les 2 ans, il s'est trompé, c'était 1,96. La densité des processeurs double. Après, il y a une autre loi qui est la loi de Rock, qui a été aussi constatée depuis très longtemps. C'est sur le coût, c'est le coût des usines. C'est-à-dire que tous les 4 ans, une usine pour produire des processeurs coûte 2 fois plus cher. La dernière usine construite par Intel coûte une véritable fortune. Alors après, ils produisent plus de chips pour améliorer le rendement, forcément. Après, il y a une loi qui s'appelle la loi de Koumi, qui dit que tous les 1,57 ans, on arrive à faire 2 fois plus d'opérations avec 1 joule. Donc pareil, c'est une loi empirique. Et puis alors il y a une loi qui, alors j'ai un peu cherché, mais elle n'a pas vraiment de nom. C'est quand on regarde les statistiques du top 500. Alors qu'est-ce que c'est que le top 500? C'est un répertoire des plus grands supercalculateurs du monde, les 500 plus gros supercalculateurs du monde. Et en fait, ils font ce recensement depuis maintenant 20 ans. Et là, en haut, vous avez une échelle logarithmique qui montre, alors, tout en bleu au milieu, c'est la puissance en teraflop, gigaflop, ce que vous voulez, enfin, c'est marqué sur l'échelle, du plus puissant. Donc c'est un petit peu chaotique parce qu'effectivement, c'est assez stable, c'est les Chinois qui sont devant, tout d'un coup, hop, c'est les Américains, tout d'un coup, c'est les Japonais, c'est rarement les Français, mais là, en ce moment, c'est les Chinois, depuis pas longtemps. Pour la petite histoire, ça fait pas longtemps qu'ils s'y sont mis, les Chinois, au supercalculateur. En orange, vous avez la puissance du 500e et en violet, tout en haut, vous avez la somme des puissances des 500 premiers. Alors ça s'appuie sur un benchmark très spécialisé dans le calcul intensif. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir la stabilité de cette croissance logarithmique. Donc on a une croissance exponentielle qui est vraiment d'une stabilité à peu près comparable aux lois précédentes. Et elle, sa période de doublement, c'est 1,2 ans. Pour illustrer ça,
il y a Intel qui s'est amusé à lister les heures de calcul qui ont été effectuées sur la série de dessins animés Shrek. Shrek 1, qui est sorti en 2000, enfin 2001, c'était 5 millions d'heures de calcul. Shrek 2, c'était 10 millions d'heures de calcul. Shrek 3, 20 millions. Shrek 4, 50 millions. Croods, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé 80 millions d'heures de calcul. Donc ça correspond tout à fait à ce trend qui est de dire ça prend on utilise de plus en plus de puissance. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Enfin, si vous regardez un dessin animé de 1995, vous vous rendrez compte que la puissance de calcul n'était pas tout à fait la même. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces différentes lois. Et là, on voit bien que, en fait, on a beau économiser de plus en plus d'énergie, faire des processeurs qui se consomment de moins en moins. Ce qui est certain, c'est qu'on en met de plus en plus. Il y a quelques années, on disait que Google consomme l'équivalent de ce qu'il faut pour chauffer une tasse de café avec 2 requêtes. Alors Google, ils ont un peu réagi, c'est normal. Ils ont dit non, bon, c'est pas tout à fait vrai. Puis en plus, on fait des efforts. Alors maintenant, c'est certainement 10 fois moins, sauf que maintenant, on fait 100 fois plus de requêtes. Donc ça, c'est la situation. On est vraiment dans une ère numérique qui ne fait que commencer. Et le véritable problème, c'est l'énergie. On voit bien avec même un 1,57 contre 1,2, on voit bien que du coup, on a un rapport qui fait que c'est en faveur quand même du... En fait, on consomme de plus en plus, même si chaque processeur consomme de moins en moins. Ça commence à se voir. Donc dès que vous êtes dans une échelle exponentielle, au début, quand c'est très très peu, ça pose de problème à personne. Et quand vous commencez à arriver à une situation où ça se voit, c'est que c'est déjà pas loin d'être trop tard. Là, vous avez un petit recensement qui a été fait, un gros recensement qui a été fait à l'échelle mondiale par Stanford, qui était plutôt conservateur, qui essaye de répertorier l'énergie consommée par les data centers dans le monde en 2010. En gris, vous avez ce qui est consommé par les machines. En orange, vous avez ce qui est consommé par les clims. Donc, il y a un petit effort. On voit que maintenant, c'est un peu moins pour les clims, mais bon, ça reste quand même assez important. Et surtout, ça représente beaucoup d'énergie. Alors les terawattheures, c'est tout le problème de l'énergie, c'est que les gens n'ont pas toujours les notions d'ordre de grandeur. Un 237 terawattheures, c'est à peu près ce que consomme la France en chauffage. Je fais le lien exprès avec le chauffage. Après, autre élément, donc là en bas, vous avez toute la machinerie qui correspond à ce qui est en orange. En gros, vous avez la salle serveur d'un côté, mais derrière, vous avez tout ça. Ça, c'est chez Google. Alors, chez Google, c'est propre. Et puis ça doit coûter assez cher. Et puis il y a un élément qui est assez intéressant, alors ça on a mis ça parce que tout le monde connaît ces petits graphiques là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, on consommait beaucoup de clim et le coût au mètre carré n'était pas très élevé. C'était de l'ordre de 3 000 € du mètre carré pour construire un data center. Maintenant, comme on fait attention à l'énergie, on construit des data centers qui coûtent 15 000 € du mètre carré efficace à construire. Donc tout le monde, en fait, dans ce secteur-là, ça fait quelques années que tout le monde dit il faut absolument trouver une technologie en rupture, il faut trouver des solutions, il faut essayer de réduire au moins cette partie orange, parce que ça pose un véritable problème. Alors nous, on propose une solution en rupture, qui est une solution un peu originale, qui tourne autour du radiateur électrique. C'est une idée, moi, qui est née dans ma tête il y a une dizaine d'années, parce que j'ai travaillé dans une entreprise qui consommait beaucoup de puissance de calcul, et puis j'avais un petit dada chez moi, qui était de faire des machines qui ne font pas de bruit. Parce que comme pas mal de geeks qui ont 4-5 ordinateurs dans leur chambre, qui font mouliner, alors maintenant c'est avec du Bitcoin, tous les geeks, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas besoin de chauffage. Par contre, ils ont du mal à dormir parce que ça fait un peu de bruit. Donc tout le travail, et l'idée, c'était de transformer ça, la combinaison entre pas de bruit et de la puissance de calcul, c'est véritablement un radiateur électrique. Donc ça, c'est ce qu'on a conçu, qu'on va vous présenter pendant cette présentation. C'est un radiateur numérique dans lequel on a remplacé les résistances chauffantes par des processeurs de calcul. Alors avant de rentrer un peu plus en détail dans ce qu'on fait nous chez Carnot, parce que le titre de la présentation, c'est la thermo-informatique, l'idée, c'est un peu de sensibiliser sur en fait, ce lien très fort entre l'informatique et l'énergie. C'est aujourd'hui quelque chose que l'on sent vraiment très fort. Et on va essayer de faire... Alors, je suis pas non plus un grand scientifique, donc je vais essayer de partager avec vous ce sentiment. Ce qu'il y a dans un radiateur électrique, c'est une résistance électrique. Ce qu'il y a dans un ordinateur, principalement, c'est un processeur.
Une résistance, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de l'électricité, ça en fait de la chaleur. Les deux, c'est de l'énergie, ça se conserve, c'est la même quantité d'énergie électrique qui devient de l'énergie thermique. L'électricité, c'est de l'énergie qui est ordonnée, c'est de l'énergie qui a beaucoup de valeur. La chaleur, c'est l'énergie la plus pauvre. Vous obtenez la même quantité, mais vous avez une énergie qui est très difficilement récupérable. Dans un processeur, il se passe exactement la même chose d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que vous faites rentrer de l'électricité, et toute cette électricité est transformée en chaleur. Donc vous avez de l'énergie ordonnée qui devient de l'énergie désordonnée. Mais qu'est-ce qui se passe dans le processeur? Vous prenez de l'information et vous l'ordonnez. Vous prenez de l'information désordonnée et vous l'ordonnez. C'est pour ça qu'en français, on parle d'ordinateur. Le terme français est vraiment très intéressant. Aux États-Unis, en anglais, c'est computer. C'est un terme qui est intéressant aussi, mais qui n'a pas la même valeur que ordinateur. Donc pour vous montrer un peu l'image, c'est-à-dire que quand vous faites passer de l'électricité dans une résistance c'est juste un labyrinthe un peu aléatoire dans lequel les électrons se cognent. Et puis plus on veut que la résistance soit élevée, plus on met de bâtons dans les roues des électrons. Un processeur, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, c'est une petite machine. Et le mot machine est très important, c'est une petite machine dans laquelle les électrons vont se cogner, mais sur des choses intéressantes, des rouages, des transistors en fait. Alors on va continuer juste un peu cette petite balade et cette petite aparté sur l'origine du nom de notre société. Alors on s'appelle Carnot en hommage à Sadi Carnot, qui est le père de la thermodynamique, qui a intuité et qui a théorisé, disons, le fonctionnement des machines thermiques. Alors à l'époque, il disait les machines à feu. Et il a surtout mis en œuvre ce qu'on appelle le second principe, enfin il a énoncé le second principe de la thermodynamique, qui dit que toute transformation d'un système s'effectue avec une augmentation de l'entropie. Et ça, c'était, quelque part, ça paraît pas très important comme phrase, mais quelque part, c'était la première fois qu'on disait qu'il y avait quelque chose qui se créait tout seul. Parce que son premier principe, c'est que tout se conserve, mais il y a quelque chose qui ne se conserve pas, c'est l'entropie. C'est une grandeur sur laquelle, après, beaucoup de gens ont travaillé. Donc là, il a écrit ça à 28 ans, hein, enfin, il est mort quelques années après. Après, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc après, c'est Boltzmann qui a pris le relais. Cette notion d'entropie a vraiment intrigué beaucoup de gens. Donc Boltzmann, c'est plutôt au niveau de la physique statistique. Donc lui, il s'est dit, tiens, il va falloir mesurer ce que c'est que cette entropie. Donc il a... Oh, pardon, excusez-moi. Chose qui arrive. Donc lui, S c'est l'entropie, K c'est la constante de Boltzmann, il a fallu qu'il donne son nom quand même, et W c'est un peu le nombre de situations possibles, de probabilités d'état de la matière. Et ça, bon, j'ai fait un copier-coller parce que c'est ce qu'il a gravé sur sa tombe, hein. Il a fait plein d'autres choses, mais c'est ça qu'il a gravé sur sa tombe, Boltzmann. Après, au XXe siècle, après il y a eu toute la théorie de l'information avec Shannon et l'entropie de Shannon. Et en fait, vous avez la formule de Shannon qui donne en fait la valeur d'une information qui est liée à des probabilités, en fait, des probabilités de répartition. Quand vous avez une source d'information qui vous génère des données qui sont extrêmement bien réparties, eh ben, ça a beaucoup plus de valeur qu'une source qui vous donne toujours 1, 1, 1 tout le temps. Ben, elle vous donne une information qui est complètement nulle. Et vous voyez, là on commence à voir le lien, enfin bon, lui il l'appelait H, c'est la même formule, hein, grosso modo. Donc ça c'est un peu le premier lien, et à ce moment-là il y a beaucoup de gens qui sont intéressés entre la thermodynamique de l'énergie et la thermodynamique de l'information. Alors après, pour la petite histoire, il y a un autre truc qui est assez rigolo, c'est les portes de Fredkin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un processeur? Vous faites des opérations et puis en fait on arrive à faire de plus en plus d'opérations avec de moins en moins d'énergie. Et ceux qui ont suivi leur cours de thermodynamique, alors moi j'étais pas très bon, mais ils savent que quand on fait une transformation et qu'au bout d'un moment on consomme de moins en moins d'énergie, c'est qu'on commence à à converger vers des transformations qu'on appelle réversibles. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Fredkin qui a eu une idée rigolote, c'est de faire des ordinateurs avec des boules de billard. Il s'est dit, tiens, je peux construire l'équivalent d'une porte logique avec des boules de billard. Alors là, c'est un petit schéma, enfin, vous pouvez vérifier de votre côté, mais en gros, vous envoyez une boule de billard A et une boule de billard B. Alors en A ou en B, vous pouvez avoir une boule ou pas de boule. Et en sortie, vous avez non A et B, ou A, etc. Donc vous pouvez faire l'équivalent d'une porte logique avec des boules de billard. Et alors ce qui est rigolo, c'est que si vous imaginez que vous faites une calculette avec des boules de billard, et que vous mettez 3 et 4 d'un côté, que vous voulez obtenir 7 de l'autre côté, vous penchez votre table, les boules se cognent, et vous obtenez 7.
avec votre ordinateur, vous avez la même chose. Sauf qu'une fois que vous avez 7, bon, maintenant il y a CTRL-Z, mais bon, en général c'est limité, mais vous ne pouvez pas récupérer, savoir comment vous avez eu 3 plus 4. Avec les portes de Fredkin, vous penchez dans un sens, vous obtenez 7, vous repenchez dans l'autre, c'est réversible, vous retrouvez 3 et 4. Alors, vous me dites, bah, du coup, l'informatique, c'est réversible, il suffit que j'inverse le courant et puis je vais revenir à mon état d'origine. Ça intéresserait plein d'informaticiens. Bah, en fait, c'est pas vrai, parce que en fait, dans le schéma de Fredkin, ce qui se passe, c'est que vous avez plein de boules qui traînent. À la fin, vous vous retrouvez avec 7, mais vous avez plein de boules à mettre à la poubelle. Et c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui se passe dans les transistors. Et c'est ça qui fait que vos ordinateurs dégagent de la chaleur. C'est au moment où vous resettez vos transistors que ça dégage beaucoup de chaleur. Alors après, il y a des gens qui disent un jour, il y aura l'informatique quantique qui utilise des phénomènes réversibles. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Serge Haroche qui a eu le prix Nobel, donc un Français qui a eu le prix Nobel en 2012. Tout le monde s'est jeté sur lui parce qu'il travaille sur la mécanique quantique, en disant « Ah, bah, c'est génial, on va pouvoir faire des ordinateurs quantiques ». Il a dit « Détendez-vous, si mes recherches servent à quelque chose, ça sera peut-être à démontrer qu'on n'arrivera jamais à atteindre ça de manière efficace. Faire des ordinateurs quantiques, c'est très coûteux, ça a beaucoup d'intérêt mathématique. Par contre, énergétiquement, c'est pas forcément la panacée. » Voilà, donc c'était la petite excursion. Alors c'est une excursion, j'invite tout le monde à aller regarder Fredkin et tous ces gens qui ont fait des choses assez incroyables, enfin bon, si vous ne connaissez pas. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant et ça vous démontre vraiment que l'information sera toujours liée à l'énergie. Parce que l'information, c'est mettre une forme à quelque chose, c'est-à-dire mettre une forme à de la matière, et la matière, c'est de l'énergie. On n'aura jamais d'informatique sans énergie. On croit toujours, aujourd'hui, dans l'esprit des gens, l'informatique, le cloud, tout ça, c'est quelque chose de complètement éthéré, alors qu'en fait, derrière, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie et il y en aura de plus en plus. Alors, notre idée, pour revenir plus modestement à notre projet, c'est d'utiliser finalement un espace incroyable pour justement utiliser intelligemment cette énergie. C'est l'espace de chauffage. Donc le CuRAD, c'est tout simplement un radiateur électrique, donc avec un écran de contrôle où vous pouvez réguler le thermostat, comme sur le radiateur de Monsieur Tout-le-Monde. Alors là, c'est un peu numérique. Et nous, en fonction de la consigne de chauffe, on va, via le réseau, mettre plus ou moins de calculs à l'intérieur de ce radiateur. Le calcul qu'on va déployer, c'est ce qu'on appelle principalement du calcul distribué, et on va en mettre plus ou moins, on va réguler la fréquence, etc. On va en mettre plus ou moins dans le radiateur pour obéir à la consigne de chauffe de l'habitant. Ce calcul, nous, on le vend. On le vend à des entreprises, à des centres de recherche, même à des particuliers. Maintenant, il y a des particuliers qui font du calcul avec l'animation 3D. Il y a de plus en plus de particuliers qui en font. Bientôt, ils auront une imprimante 3D. Ils vont utiliser du SolidWorks chez eux. Donc, il y a aussi des particuliers qui vont s'en servir. Donc, nous, on le vend. Et la personne qui a ça chez lui, il l'a branché donc, sur sa prise électrique, donc il va consommer de l'électricité, c'est certain, et puis il l'a branché sur son réseau Internet. Et cette machine, qui n'est pas petite, mais qui compte l'électricité qu'elle consomme, ce qui fait qu'à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre, on peut rembourser intégralement la personne de l'électricité qui a été consommée par la machine. Ce qui fait qu'à la fin, elle ne paye pas son chauffage, elle est chauffée gratuitement. Alors on pourrait lui faire juste une réduction, mais nous on gagne de l'argent après en vendant la puissance de calcul, donc c'est du gagnant-gagnant avec l'habitant. Alors qu'est-ce que ça fait? Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous met dans une situation qui est extrêmement opposée à celle des data centers. Parce qu'un data center, ça dépense énormément d'argent et énormément d'énergie pour pouvoir alimenter des machines. Et surtout, ça dépense beaucoup d'argent pour évacuer toute la chaleur que génèrent ces machines. Les gens, c'est le contraire. Ils ont de l'espace, ils ont de l'électricité, ils ont une connexion Internet maintenant à très haut débit, enfin, pas tous, hein, mais de plus en plus, et ils dépensent beaucoup d'argent pour se chauffer. Donc, avec cet appareil, en fait, on permet de relier ce besoin de chauffage et ce besoin de froid des data centers. Et on fait finalement avec un seul objet ce qu'on faisait avant avec deux objets, qui est le radiateur électrique et les serveurs dans un data center. Donc le modèle que j'expliquais à l'instant, c'est ça, c'est-à-dire que nous on a ce qu'on appelle, alors ça c'est pour l'aspect business model, c'est ce qu'on appelle un modèle biface. Où on met en fait en relation des entreprises, des universités, des centres de recherche avec des logements, enfin des locaux qui ont besoin de chauffage.
Alors, il y a une question qui revient en général en premier, c'est qu'est-ce que vous faites l'été ? Parce qu'effectivement, l'été, les gens n'ont pas besoin de se chauffer. Nous, en fait, on a un système qui est tellement économique. Alors, c'est vraiment extrêmement économique au niveau des coûts par rapport à un data center. Parce qu'on n'a pas à construire les murs, on n'a pas à construire le réseau et on n'a pas à climatiser tout ça. Si bien qu'en fait, nos machines, on n'a pas besoin de s'en servir à 100%. Nous, ce qu'on vise, c'est de les utiliser à peu près à 50% de leur puissance toute l'année. Peut-être un peu moins en été, peut-être un peu plus en hiver, pour des clients payants. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle des clients payants ? C'est des gens qui ont besoin de calcul en temps et en heure. Et on utilise ce qu'on appelle un mode basse consommation. Donc aujourd'hui, les ordinateurs ont tous des modes plus ou moins bien faits de basse consommation. C'est-à-dire qu'on peut réduire leur fréquence et ils se mettent à consommer beaucoup moins d'énergie. C'est pas linéaire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, déjà, avec ce matériel, qui est du matériel grand public, on arrive, en divisant par 2 la fréquence des processeurs, à diviser par plus de 3 la consommation électrique et donc le dégagement de chaleur. Même en ce moment, alors on a une année un peu particulière, en ce moment on a des gens qui se chauffent avec nos machines. Alors ils sont en mode semi-basse consommation, ils doivent être à 120 watts à peu près, ce qui leur permet de maintenir une température correcte. Et si on arrivait dans un moment un peu plus chaud, le radiateur peut descendre encore en puissance, donc ça permet de continuer à avoir un peu de puissance de calcul. Mais la personne peut décider de couper définitivement son radiateur, donc il n'y a pas de problème. C'est à nous, Carnot, de faire en sorte d'avoir des machines dans des lieux où on peut continuer à faire du calcul pour certains de nos clients. Parce que certains clients ont besoin vraiment de calcul toute l'année, par exemple pour des raisons réglementaires. Après, il y en a d'autres qui sont en vacances l'été, mais il y a des clients, ils ont besoin de puissance de calcul toute l'année. Donc c'est à nous de trouver des lieux propices à ça, comme par exemple les écoles. On donne souvent cet exemple-là. Les écoles, c'est très intéressant parce que si on leur offre le chauffage, parce que c'est un budget colossal pour les écoles, le chauffage, on peut tout à fait leur dire, quand vous êtes fermé l'été, vous nous laissez continuer à chauffer un petit peu pour pouvoir avoir de la puissance de calcul. C'est du deal gagnant-gagnant. Après, souvent, c'est plutôt le problème inverse, c'est qu'est-ce qu'on va faire l'hiver ? Parce qu'on a des gens qui ont besoin de se chauffer, on n'a pas forcément assez de calculs. Donc là, l'idée, c'est plutôt que de faire des calculs de pi totalement inutiles, c'est d'offrir notre puissance de calcul à des centres de recherche. Beaucoup de gens connaissent SETI Atom, Folding Atom, etc. C'est des choses qui se développent de plus en plus, qui se standardisent de mieux en mieux, avec Boeing qui a travaillé sur une API qui commence à devenir assez standard. D'ailleurs, même Boeing se pose pas mal de questions sur l'évolution de sa plateforme, parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement la problématique de lancer des calculs, mais il y a aussi comment gérer les datas. Parce que les data et le calcul, c'est vraiment les deux piliers de l'informatique. Donc voilà, ça c'est des choses qui s'utilisent de plus en plus facilement. Donc nous, c'est ce qu'on met en jaune sur ce graphique, c'est la puissance de calcul offerte et qui est entre guillemets dégageable à tout moment, parce que c'est des gens qui ne payent pas, qui ne sont pas prioritaires, si un client de calcul a besoin de puissance tout de suite. Alors, notre dispositif, ça peut paraître farfelu à certaines personnes. D'ailleurs, au début, il y a 10 ans, les gens disaient ouais, c'est rigolo, mais bon, c'est un peu original. C'est quand même une tendance qui est en train d'arriver, et pas avec des petits acteurs. Là, vous avez par exemple un exemple de chauffage urbain. Alors ça, c'est quelque chose qui a été réalisé. Donc c'est un data center. Je crois qu'il y a Marne-la-Vallée. Alors je crois que le data center appartient à Natixis, et ceux qui ont fait l'opération, c'est Dalkia. Donc eux, ils ont fait la pompe à chaleur à côté pour récupérer la chaleur du data center et l'envoyer dans les bâtiments autour. Alors c'est bien, mais ça coûte assez cher. Le chauffage n'est pas du tout gratuit, en fait, il est loin d'être gratuit, mais ça donne quand même une bonne image au data center, ça chauffe la piscine du quartier, ça permet au data center de se faire accepter. Et souvent, c'est le véritable problème des data centers, c'est de se faire accepter, parce qu'ils vont pomper beaucoup d'électricité. Il y a des data centers, ils font des serres tropicales pour dire, voilà, maintenant dans votre ville, il y a une serre tropicale. Alors au bout de 10 serres tropicales, les gens ils vont dire, bon, ça suffit. Après, vous avez le chauffage central. Alors là, c'est des gens, c'est du lourd, là, c'est plutôt IBM. Donc ils disent, eux, ils sont très forts pour faire des processeurs qui supportent de la chaleur à haute température. De la chaleur à haute température, c'est de la chaleur de meilleure qualité que de la chaleur à basse température. Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire des mini data centers dans les sous-sols de certains immeubles et de chauffer l'immeuble avec ça.
Mais dans les deux cas, vous devez transporter de l'eau. Hein. Et puis il y a le cas un peu plus ultime, c'est Microsoft qui a présenté un projet de data furnace, donc les fournaises à données, enfin les fours à données, on va dire. C'est une chaudière individuelle pour une maison américaine. Alors ce qui est rigolo, c'est que la puissance d'une chaudière, c'est à peu près ce que crache une baie, et ça fait la même taille, hein, une baie informatique dans un data center. Mais pareil, il faut encore transporter de l'eau. C'est bien, hein, mais ça a certains coûts. Nous, en fait, on est allé encore un peu plus loin. Et au lieu de transporter l'eau, on transporte les données parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher, même si transporter la donnée, c'est pas complètement gratuit. Voilà, donc on est un peu dans cette continuité qui est de dire il faut arrêter de tout concentrer. Alors, on ne dit pas qu'il faut jeter tous les data centers à la poubelle, c'est pas du tout ça. On dit juste que les data centers, il en faudrait juste au moins 2 fois plus que ce qu'il y a aujourd'hui, et on n'a juste pas l'énergie pour. Donc on propose une voie alternative pour certains. Un domaine assez particulier qui est le calcul intensif, qui est un domaine quand même très très important. Ça représente entre 20 et 25% de ce qu'il y a dans les data centers. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus gourmand en énergie. Hein. Stocker, ça consomme pas beaucoup. Et par contre, calculer, ça consomme beaucoup. Donc on propose une voie alternative pour pouvoir effectuer du calcul à très bas coût et en masse. Donc vraiment, notre objectif, c'est de démocratiser la puissance de calcul parce que c'est quelque chose qui est très utile. Pour beaucoup de gens. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans une grande entreprise, enfin dans plusieurs d'ailleurs. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la dissymétrie de puissance de calcul entre les gros acteurs et les petits acteurs. Les gros acteurs, ils ont beaucoup de puissance de calcul, ils aimeraient juste en avoir 2 fois plus. Les PME, ils en ont juste pas du tout. Même d'ailleurs, on a vu des gens de l'INRIA ce matin, ils disent juste qu'ils savent pas ce que ça peut leur apporter. Pour une entreprise, et nous, en fait, c'est en y goûtant qu'on se rend compte de ce que ça peut apporter. Nous, avec notre partenaire 4M Tech, quand on a conçu ce radiateur, on a développé une première charge de calcul que j'essaierai de vous montrer, qui permet de faire du rendu 3D avec un logiciel open source. Et on a montré à un des clients qu'on pouvait lui faire une image de synthèse du produit qu'il n'avait pas encore fait, qui était un produit assez complexe, en une soirée. Et le lendemain, il avait son rendu, il a pu le présenter à ses commerciaux. Ça a une valeur énorme. Quand vous êtes architecte, pouvoir faire des rendus de qualité professionnelle avec beaucoup de puissance de calcul, ça a une valeur commerciale énorme. Ça va peut-être vous coûter un billet de 500 en puissance de calcul. Mais alors, par contre, si vous pointez dans un data center avec votre billet de 500, on va vous dire, vous revenez un peu plus tard. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une sorte de puissance commune. Moi, j'ai tendance à dire le H&M de la puissance de calcul, mais c'est du calcul en très grosse masse. Parce qu'il y a beaucoup de calculs qui s'y prêtent très bien. Il y a des calculs, comme des calculs de simulation nucléaire, où il faut un data center, mais il y a beaucoup de puissance de calcul qui peut être distribuée. Alors juste pour conclure, avant de vous montrer peut-être un petit exemple, juste le dernier mot à Sadi Carnot, qui disait l'économie du combustible, c'est bien, mais c'est pas un objectif en soi. Ce qui est important, c'est l'utilité. Et puis, il faut balancer le prix de la machine, la solidité, la durée, combien ça coûte. Vraiment, et mesurer ça par rapport à l'utilité. Quand on commence à construire des choses qui valent une fortune pour économiser un peu d'énergie, il faut se poser des questions. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. Et juste pour terminer, avant de montrer une petite démo, si on a Internet, c'est le fait que cet appareil, c'est vraiment un appareil qui s'inscrit dans la tendance sur le Smart City et le Smart Grid. Vous imaginez qu'on peut réguler, parce que c'est l'appareil qui consomme le plus d'énergie dans la maison. C'est vraiment l'appareil que personne ne regarde, tout le monde regarde, s'intéresse à la télé, tout le monde a envie d'être au milieu du salon, enfin tous les acteurs comme Apple, Google, etc. Ils veulent être. Mais le radiateur, c'est vraiment l'objet oublié, et c'est l'objet qui est le plus important dans la vie des êtres humains après sa maison. C'est-à-dire que le chaud, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est même plus important que de manger ou de boire. Vous pouvez mourir beaucoup plus vite si vous avez froid. Donc c'est vraiment un appareil essentiel. Et là, vous avez un radiateur avec une prise électrique et puis surtout, vous avez une prise réseau. Et là-dedans, nous, on travaille déjà à intégrer une Kinect parce que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par avoir des appareils pour faire de votre maison un espace intelligent. Beaucoup pour les personnes âgées. Là, on fait un premier prototype qui va nous permettre de détecter les chutes de personnes âgées, voire une personne qui est devenue immobile. Et ça, on l'aura dans chaque pièce. Alors, elle peut tomber dans un angle mort, mais déjà, c'est un appareil qui peut être assez intéressant. On peut mettre des capteurs de fumée, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur.
parce que derrière, on est connecté à Internet. Alors, il faut peut-être avoir des systèmes redondants, mais c'est un appareil qui va permettre de faire beaucoup de choses. Je vais, pour terminer, je vais essayer de vous montrer notre interface. Donc ça, c'est une des interfaces. Alors, j'ai lancé un petit calcul tout à l'heure, j'espère, parce que c'est par la 3G. Ça, c'est juste pour illustrer un petit peu ce que je disais. Donc ça, c'est une charge de calcul qui sert à faire du rendu 3D. Alors, je l'ai lancé en relativement basse résolution, mais juste pour que vous ayez une idée. Donc, c'est une interface sur un logiciel qui s'appelle Blender, qui permet de faire un rendu. Juste, en fait, on a lancé ça il y a 1 heure, juste avant le début de la présentation. Et il y a déjà 34 heures de calcul qui ont été faits depuis le début de la présentation, parce que ça a tourné à un moment sur 17 processeurs, à un moment sur un peu plus, etc. Et en fait, vous avez un rendu de votre animation, donc image par image. Donc, c'est-à-dire que le gars qui a lancé ça, il a déjà gagné 33 heures. Il a fait quelque chose en 1 heure, plutôt que s'il avait juste son ordinateur, il aurait mis 34 heures. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une petite illustration, mais ce genre de charge de calcul, finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans à peu près tous les secteurs. Voilà, donc on vit dans un monde qui est de plus en plus quantitatif. Dans le secteur, moi, le secteur que je connaissais, qui est celui de la finance, c'est vraiment un secteur extrêmement quantitatif, c'est un secteur du nombre. Aujourd'hui, avec le big data, finalement, on numérise beaucoup. Et qui dit nombre dit quantité. Tout devient quantitatif. Et quand ça devient quantitatif, que ça soit bien ou mal, et ben derrière, il faut de la puissance de calcul. Et nous, on pense qu'il faut que tout le monde en ait, parce que sinon, le jeu ne va pas être tout à fait équitable. Voilà, merci beaucoup.